Rejoignent Ruth Elkrief pour la politique, Abnouche Chalmani pour l'international et Pascal Perry pour l'économie. Bonsoir à vous trois. Et c'est vous qui commencez, Ruth, votre parti pris politique. Eh bien, ça fait 3 jours que le procès de Marine Le Pen en appel a commencé. Évidemment, procès déterminant pour la présidentielle de 2027 et la possible candidature ou pas de Marine Le Pen. De ces 3 jours, vous tirez une conclusion. Ça n'est plus le même procès. Marine Le Pen a changé de stratégie. Oui, vous savez qu'elle a été condamnée à l'inéligibilité immédiate de 5 ans, une peine d'emprisonnement de 4 ans, dont 2 sous bracelet et une amende de 100 000 €. Et on peut dire que globalement, après 3 jours, l'atmosphère du procès est différente. Plusieurs nouveaux éléments le marquent. D'abord, Marine Le Pen veut prendre le tribunal par les sentiments. Regardez, souvenez-vous ce qui s'était passé et le ton qu'elle adoptait lorsqu'elle avait organisé un rassemblement de soutien au lendemain du jugement. Écoutez. Si l'origine de ce procès fut politique, l'audience d'une partialité affolante le fut également. Il faut arrêter de nous reprocher de critiquer une décision de justice. Ce n'est pas une décision de justice. C'est une décision politique. Alors voilà, ça c'était avant, ça c'était le premier procès. Depuis 2 jours, c'est un tout autre ton qui préside. Et regardez cette phrase clé, si un délit a été commis, et tout le monde semble le dire qu'un délit a été commis, je veux bien l'entendre, mais je veux aussi que la Cour sache qu'en ce qui nous concerne, nous n'avions aucun sentiment d'avoir commis le moindre délit lorsqu'en 2004, 2009 puis 2014, nous avons embauché nos propres assistants puis mutualisé ces assistants. Vous avez entendu ? Si un délit a été commis, je veux bien l'entendre. Et nous n'avions aucun sentiment d'avoir commis le moindre délit. Le ton est évidemment très différent, il faut comprendre. Je n'ai sciemment pas commis de délit. Ce n'était pas délibéré, il n'y avait pas de système, comme ça a été décrit abondamment. Bon, une nouvelle formulation de la phrase, vous connaissez, c'était à l'insu de mon plein gré. Ou bien coupable, mais non coupable, à mon corps défendant. Bref, un revirement net de la défense qui tranche avec le fond de la défense précédente. Elle avait dit et répété, je n'ai commis aucune faute. Il est normal que les assistants parlementaires européens travaillent pour le parti à Paris. En bref, c'était passer votre chemin, il n'y a rien à voir. Cette fois, c'est très différent. Il y a une forme de reconnaissance du délit. Mais attention, deuxième partie de l'argument, c'est la faute du Parlement européen. Il aurait dû nous mettre en garde depuis le début. Bon, le Parlement européen qui a eu l'occasion de répondre largement cet après-midi. Alors pourquoi cette nouvelle défense ? Évidemment, parce que le couperet de l'exécution provisoire est fatal à sa candidature présidentielle et qu'elle espère que ce début de contrition apaisera les juges qui avaient justifié l'exécution provisoire par son entêtement à ne pas reconnaître son erreur, et sa faute même, et en avait conclu qu'il y avait donc un risque de récidive. Et puis aussi, regardez, écoutez, parce que sa victimisation et sa description d'une justice politique n'avaient pas trouvé l'écho espéré dans les sondages. Un petit exemple, Elab, juste après le procès, 57% des Français avaient jugé justifié sa condamnation. C'était pas un très bon signe pour la défense de Marine Le Pen. Et puis hier, je vous disais que l'atmosphère avait changé parce qu'il y a eu un petit coup de théâtre qui n'est pas extrêmement simple à expliquer, mais je vais essayer de le résumer. Le parquet a jugé qu'elle ne pouvait pas être tenue complice dans le cas de 11 assistants qui n'avaient pas été mis en examen. Donc en gros, le tribunal avait jugé que le document global était suffisant pour poursuivre Marine Le Pen comme présidente du parti pour complicité détournement de fonds. L'avocat avait considéré que ça avait été un facteur aggravant et hier, les avocats généraux ont considéré que, en première instance, le tribunal correctionnel de Paris avait surestimé les charges dont il était saisi. Et donc hier, Marine Le Pen a marqué un point à plus d'1 million d'euros dans ce qu'elle devra ou devrait au Parlement européen. Mais attention, ça n'est pas encore tranché. La présidente du tribunal aujourd'hui
a dit qu'elle déciderait sur le fond à la fin du procès. Donc, attention. Mais l'avocat lui-même a reconnu que les choses étaient appréhendées, je cite, avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup moins d'hostilité qu'à la première instance. Alors moi, je trouve que c'est encourageant parce que ça voudra dire que le jugement final ne sera pas contesté, que l'atmosphère plus sereine, reconnue par les prévenus eux-mêmes, montrera qu'ils accepteront le jugement final. Car aujourd'hui, l'interrogatoire très serré du directeur du Parlement européen sur les méthodes de contrôle de ses équipes, et ensuite surtout celui d'un très proche de Jean-Marie Le Pen, Fernand Le Rachinel, ont été plutôt des moments très difficiles pour la défense et même un naufrage selon les observateurs, puisque Fernand Le Rachinel a carrément dit je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette organisation. Il y avait des gens qui travaillaient vraiment, mais c'était pas dans les bonnes cases. Comprenez, ils travaillaient au Parlement pour Paris. C'était quasiment clair. Donc ça, évidemment, c'est assez lourd. Donc, le changement d'atmosphère n'augure en rien des conclusions du tribunal. Il faut attendre l'audition directe de Marine Le Pen qui se déroulera mardi et mercredi prochain. Évidemment, faute à moitié reconnue, sera-t-elle à moitié pardonnée ? C'est son espoir, mais il faudra quand même écouter son ton et ses arguments la semaine prochaine. C'est intéressant parce qu'on a là un fonctionnement judiciaire qui donne tout son sens à l'idée d'appel. Oui. En appel, c'est vrai que certains peuvent s'étonner que du coup, qu'il n'y ait pas la même tonalité en appel qu'en première instance. Bon, là, en l'occurrence, il y a un changement de stratégie de défense, mais c'est le sens de l'appel. C'est que les regards peuvent varier, et les regards ne sont pas forcément les mêmes. Avec un axe particulier sur l'intention. L'intention en droit français, c'est absolument capital. Il y a les faits, puis il y a aussi l'intention de les commettre. Et parfois, on peut commettre des faits sans avoir eu l'intention, ou produire un résultat sans avoir eu l'intention de le faire. C'est là-dessus qu'elle va jouer. Bon, on dit un mot, puisqu'on est en pleine séquence politique. Important pour tous ceux qui suivent les débats parlementaires sur le budget, il n'y aura pas... Les courageux, vous voulez dire ? Il n'y aura pas... Les courageux. Les courageux. Oui. Il n'y aura pas de vote du budget. Visiblement, le gouvernement va renoncer à tenter de faire voter le budget par la voie normale, entre guillemets, puisqu'il considère qu'un vote de l'Assemblée nationale est désormais impossible. Et donc, il le dit, il y aura soit un 49.3, soit des ordonnances, qui seraient un cas de figure inédit. Je parle sous votre contrôle. Totalement inédit. D'ailleurs, c'est pour ça que ça va prendre du temps et que ce ne sera pas avant la première quinzaine de février qu'on aura vraisemblablement un budget, parce qu'il y a des questions juridiques très pointues sur le contenu des ordonnances. Est-ce que ce sera le budget d'origine qui devra être dans les ordonnances ? Est-ce qu'il peut être modifié de façon à donner satisfaction aux socialistes et auquel cas ils ne censureraient pas ensuite le gouvernement ? Enfin, c'est assez complexe. Ou alors est-ce que ce sera un 49.3 basique, mais qui donnera aussi lieu à une motion de censure et qui sera peut-être un risque pour le gouvernement. Enfin, le feuilleton continue. Ça se réchauffe là, ça chauffe. Pascal, votre parti pris économique, les derniers chiffres des remboursements des médicaments viennent d'être diffusés et c'est un choc. C'est un choc. Vous nous dites, c'est une incroyable envolée, et notamment pour toute une série de médicaments très pointus et particulièrement onéreux. Oui, des médicaments pour traiter des maladies graves, pour traiter le cancer, dont les prix crèvent le plafond. Mais on le savait. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que contrairement à une idée reçue, qui serait qu'on rembourse de moins en moins les médicaments en France. Non, la sécurité sociale les prend au contraire de plus en plus en compte et les rembourse. 27 milliards d'euros en 2024. Les dépenses de l'assurance maladie dans ce domaine, les dépenses de la sécurité sociale, donc, ont augmenté de 7% en un an et de 20% sur 5 ans. Je ne vous parle que des médicaments. Et donc, contrairement à ce qui est dit très régulièrement, l'assurance maladie joue le jeu. Alors, quand on met bout à bout les pharmacies d'officine et puis l'hôpital, c'est qu'à l'hôpital on prescrit aussi des médicaments. Il y a un secteur de la pharmacie à l'hôpital, y compris l'hôpital public, qui consomme lui aussi donc ces médicaments. En réalité, sur 10 euros, 9 sont remboursés par la sécurité sociale. Vous avez 10 euros de médicaments, 9 sont remboursés par la Sécu. Alors on va rappeler quand même au passage, c'est un des éléments, un des épisodes, que le gouvernement a reculé sur les franchises médicales. Il s'agissait d'un petit euro de contribution sur chaque boîte de médicaments, sauf évidemment pour les Français qui sont en ALD, en affection de longue durée, et ça concernait plus de 12 millions de personnes. Donc c'était pas insurmontable, et les chiffres viennent donc nous rappeler que si la santé n'a pas de prix, elle a un coût.
le déficit de la sécurité sociale cette année va franchir probablement la barre des 20 milliards d'euros. Alors comment expliquer une telle situation, une telle inflation des dépenses ? J'avais envie de vous dire par de bonnes nouvelles. Par de bonnes nouvelles, c'est que nous vivons de plus en plus vieux et la médecine, grâce à ses progrès extraordinaires, fait reculer la maladie. C'est-à-dire qu'on soigne aujourd'hui des maladies graves qui entraînaient la mort il y a ne serait-ce qu'une vingtaine d'années. Vous aviez un cancer ou un certain nombre de cancers il y a une vingtaine d'années, c'est pas soignable. Aujourd'hui, ils le sont. Et donc, en France, on soigne une partie importante de ces cancers. Les dépenses associées ont augmenté de 400% en 10 ans. En même temps, je dis c'est une bonne nouvelle, parce que ça montre que la recherche est efficace. Vous prenez par exemple les antinéoplasiques qui bloquent les cellules cancéreuses, ça permet d'offrir des années de vie. C'est pas une année, 2 années, c'est parfois 10, 15 années de vie en plus à des gens qui auraient été condamnés. Donc on combat la maladie. On améliore la situation des patients, c'est 3 milliards d'euros chaque année, et en oncologie, en immunologie, les laboratoires cherchent, trouvent. Évidemment, il y a des coûts de développement. Le médicament tombe pas du ciel. On a mis beaucoup d'argent. Il faut donc le vendre, et souvent il est vendu très cher. C'est vrai aussi dans la lutte contre les maladies cardiaques, contre les maladies auto-immunes. Et donc, au fond, la sécurité sociale aujourd'hui prend en charge tous ces traitements, toutes ces pathologies. Alors ça contrevient, c'est vrai, à une idée reçue. Mais est-ce qu'on peut s'offrir d'une certaine manière ? Est-ce que ça ne conduit pas à faire des arbitrages sur d'autres registres? Alors, peut-être qu'il faut cesser de rembourser un certain nombre de petits médicaments de confort. Je vous le concède. Ceux qui sont l'objet d'une prescription, pourquoi pas? Encore qu'on pourrait faire le tri. Mais moi, je pense que l'heure des choix se rapproche. L'heure des choix politiques et budgétaires. C'est que la tendance va s'approfondir puisque la science est de plus en plus efficace. Et les questions qui se posent à nous aujourd'hui, c'est quel prix sommes-nous disposés à consacrer à notre santé? Le vieillissement en bonne santé est-il un objectif collectif que nous pouvons avoir ensemble et que nous pouvons financer? Ou est-ce qu'on laisse la loterie de la génétique épargner les uns, affaiblir les autres, voire les faire disparaître? Si nous répondons oui à ces deux questions, il faudra accepter de payer le prix. Le risque, c'est celui de la thrombose pour le système de santé en France. C'est-à-dire qu'on n'ait plus suffisamment d'argent pour le financer. Il y a 2 solutions. Soit on rationne les soins, et ça, personne ne veut en entendre parler, évidemment, on veut vivre le plus vieux possible et en bonne santé. Soit on augmente les cotisations maladie. Amnouz, votre parti pris international, il y a un conflit qu'on avait presque perdu de vue, c'est Gaza. Et voilà que Trump lance la phase 2, après le cessez-le-feu, et que, visiblement, on espère avoir trouvé la perle rare, c'est-à-dire le Palestinien qui pourrait tenter d'assurer la transition. Ah, si seulement c'était aussi simple. C'était hier, la deuxième phase est lancée. Elle vise à transformer donc le cessez-le-feu pour le moins fragile en une démilitarisation complète du Hamas. Donc déjà, je dis ça, je pourrais arrêter le parti pris, une gouvernance technocratique et une reconstruction massive. Mais évidemment, la transition repose sur une prémisse pour le moins douteuse, c'est qu'un mouvement dont l'idéologie fondamentale exige la destruction d'Israël accepterait volontairement, comme ça, joyeusement, de bon matin, de désarmer, de renoncer au pouvoir. Et donc, pour commencer et lancer cette phase quasi impossible, le monsieur Gaza, celui qui sera à la tête du Comité national pour l'administration de Gaza, le NCAG, qui sera composé de 15 technocrates palestiniens, le voilà, c'est Ali Shahat. Et je précise que tous les membres ont été approuvés par toutes les factions palestiniennes, y compris le Hamas. Et le djihad islamique. Il y a plein de vers dans le fruit. Déjà, là, rien que le début, on en a plein là qui se baladent et tout. Le comité opérera sous la supervision d'un conseil de la paix, le fameux Board of Peace, qui sera présidé par Trump himself. Il y aura plein de leaders internationaux. Et si on n'a pas les noms, nous savons déjà que Nikolai Mladenov, diplomate et homme politique bulgare, ancien envoyé spécial de l'ONU pour le Moyen-Orient, en a été nommé directeur général. Alors, Ali Shahat, j'ai beau y chercher, je peux pas vous dire grand-chose. Il est né à Khan Younes en 58. Il a donc 67 ans, donc dans le sud de Gaza. Il a fait des études en génie civil. C'est vraiment le prototype de ce que cherchait sur le papier Trump, c'est-à-dire profil technocrate, a priori compétent, apolitique en apparence, je dis bien en apparence, c'est pas parce que j'ai rien trouvé que, et doté d'une expertise reconnue en planification d'infrastructures et développement économique.
Et effectivement, il a fait toutes ses études dans le génie civil. Il a commencé au Caire jusqu'au master. Après, il est parti à Belfast pour un doctorat. Et il a été maître de conférence au département de génie civil de l'université de Glasgow avant de retourner en 95 dans les territoires cisjordaniens pour participer à la création de l'autorité palestinienne. Et à partir de cette date-là, il n'a occupé effectivement que des postes technocrates. Il a été ministre adjoint de la planification, sous-secrétaire par intérim au ministère des Transports, président de l'autorité palestinienne des ports maritimes depuis 99, conseiller, directeur de projet dans le développement économique, les infrastructures et la reconstruction post-conflit. La tâche est immense, mais c'est déjà un premier pas que d'avoir trouvé un profil palestinien pour Gaza. On a quelqu'un qui, d'autant plus, qui a donné une interview à la radio palestinienne Basma hier. Il a expliqué, alors là, il était tout en pragmatisme technique, on va faire ci, on va faire ça, on va construire comme ci, à cette telle hauteur, etc. Et quand on l'a interrogé sur la sécurité, sa réponse a été: la commission n'est pas une armée, c'est 15 experts palestiniens en reconstruction, assistés par du personnel, des cerveaux plutôt que des armes. Donc lui, il ne va a priori pas parler de politique ou de sécurité ou de démilitarisation. Et c'est là où les choses se compliquent. C'est-à-dire que pour que lui puisse mener sa tâche jusqu'au bout, eh bien, il faut la destruction des tunnels, les productions d'armes, les équipements militaires du Hamas, le désarmement de ce qu'on appelle le personnel non autorisé, donc à peu près tout le monde, l'amnistie qui est offerte aux membres du Hamas qui s'engagent à une coexistence pacifique et qu'on aide s'ils veulent s'exiler. Et pour tout ça, on a besoin du déploiement d'une force de stabilisation internationale, l'ISF, qui sera composée de soldats arabes, européens, américains au nombre de 20 000. Seulement voilà, déjà, il y a un problème parce que beaucoup disent « nous on veut bien, mais il est hors de question qu'on combatte les forces du Hamas et que on s'amuse à les désarmer ». Si le Hamas ne souhaite absolument pas rendre notamment les armes lourdes, mais visiblement le Hamas indique qu'il est prêt à rendre au moins les armes lourdes. Eh ben, écoutez, si vous croyez le Hamas, moi je vous rappelle que c'est un mouvement dont l'ADN idéologique consacré par la charte de 88 est réaffirmé dans sa version dite soft de 2017, consiste en la destruction d'Israël et le refus de toute existence permanente. La guerre sainte, le djihad n'est pas un moyen tactique pour le Hamas, mais un impératif religieux et stratégique. C'est-à-dire qu'en gros, s'il se fait désarmer, c'est que c'est un démantèlement existentiel. Il n'a plus raison d'être, d'autant plus que c'est un sondage de l'autorité palestinienne. 70% des Palestiniens s'opposent au désarmement du Hamas, même si c'est une condition pour éviter le retour de la guerre. Le mouvement bénéficie de plus d'un soutien populaire accru depuis le 7 octobre 2023 et davantage dans les territoires cisjordaniens que à Gaza. C'est à 70% contre 50%. Et il y a un précédent. Et moi, c'est ce précédent qui me fait sérieusement douter, parce que si la communauté internationale, depuis 8 mois, n'a pas réussi à désarmer le Hezbollah, malgré une résolution, la fameuse résolution 1701 de l'ONU, et qu'il existe une armée libanaise souveraine censée le faire, comment pourrait-elle désarmer le Hamas qui contrôle quand même déjà la moitié de Gaza et qui bénéficie du soutien de 70% des Palestiniens. En fait, tout me fait dire le contraire. C'est-à-dire que si Ali Chat est quelqu'un de très sympathique et qui veut bien faire, il ne pourra rien faire tant que le Hamas sera armé, et que le Hamas, idéologiquement, historiquement et selon la situation actuelle, profitera de tout cessez-le-feu. Alors maintenant, vous avez entendu, c'est à ça que vous faisiez référence, c'est qu'ils veulent geler et stocker les armes. Mais à chaque fois qu'il y a eu un cessez-le-feu, ils en ont profité pour refabriquer des armes, pour les remettre discrètement en circulation. Il y a encore la moitié des tunnels qui n'ont pas été démantelés, et le Hamas reprendra les hostilités, fidèle à sa charte, celle de 2017, je cite bien celle de 2017, qui continue de viser, je cite, la libération complète de la Palestine de la rivière à la mer. Ça paraît impossible. Et c'est pas celle de 88, est-ce qu'on a le choix? C'est celle de 2017. Non, on n'a pas le choix, mais quand on trouve effectivement un type qui me semble sur le papier compétent et qu'on a un plan qui paraît tenir sur le papier, mais que vous êtes face à un groupe qui ne tient que par la guerre, c'est-à-dire que toute forme de paix signera sa destruction, c'est là où je me dis, mais encore une fois, pour la énième fois, mais quel gâchis. Merci à vous trois pour ces parties pris et merci à vous de nous avoir suivis.